Je voudrais adresser mes remerciements à Madame Fauvinet-Rançon qui m'a proposé de participer à ce colloque il y a quelques mois pour présenter un travail sur le monnayage des Ostrogoths. Les monnaies sont une source capitale pour comprendre quelle était l'image que les souverains souhaitaient véhiculer. Et les monnaies qui circulaient dans tout le royaume permettaient précisément au roi de se faire connaître à toutes les échelles de la société. Ces recherches m'ont mené à éplucher les pages des Variae pour trouver des informations théoriques sur les monnaies. Les Variae m'ont donc été particulièrement utiles pour comprendre quelles autorités se chargeaient des différents pôles que sont les mines, les ateliers et le choix iconographique. À partir de Théodoric, puis sous les rois qui l'ont succédé, un système monétaire ostrogoth a été mis en place avec une iconographie particulière qui empruntait à la fois à l'iconographie impériale depuis Auguste et surtout l'iconographie des Flaviens, mais également un emprunt à l'iconographie de l'Empire romain d'Orient à Constantinople. Je vous parlerai donc du rôle politique et symbolique des monnaies sous les Ostrogoths. Nous verrons dans un premier temps les monnaies elles-mêmes depuis Théodoric jusqu'à Théia, le dernier roi ostrogoth, en me concentrant sur quelques monnaies. Puis nous irons chercher dans les textes de Cassiodore les références aux institutions qui géraient ces monnaies. Donc je vais passer à la présentation générale des monnaies. L'arrivée d'Odoacre en Italie, puis plus tard de Théodoric et des Ostrogoths, n'a pas changé grand-chose au système des différents ateliers, puisqu'on faisait encore frapper à l'époque de Théodoric les monnaies à 3 endroits, à Rome, à Mediolanum, qui est l'actuel Milan, et également à Ticinium, qui est l'actuel Pavie. Ces ateliers nous sont connus grâce aux marques d'ateliers que l'on trouve sur les monnaies elles-mêmes et grâce à différentes fouilles archéologiques qui ont été faites sur certains de ces lieux. Donc les monnaies étaient pour la plupart frappées, diverses dénominations, l'or avec le solidus, l'argent qui était appelé le silique et le demi-silique, et également le bronze qui était appelé numus et également sous différents multiples. Alors l'or avait un statut particulier dans ce système monétaire puisqu'il était interdit aux rois occidentaux de faire frapper le solidus avec sa propre effigie. Donc il ne pouvait frapper l'or qu'avec l'effigie de l'empereur de Constantinople. Nous savons ça grâce à un texte de Procope de Césarée dans la guerre des Goths au livre 8, chapitre 33. Et je cite « Il n'est permis au roi des Perses ni à aucun souverain barbare d'imprimer sa propre effigie sur un statère d'or, même s'il possède de l'or en abondance. Il leur est impossible d'utiliser ces monnaies avec leurs créanciers, même si ce sont des barbares. » Donc ce que nous dit ici Procope, c'est qu'il est interdit donc de faire frapper l'or si on n'impose pas l'image impériale sur ces monnaies. Ainsi, ces monnaies qui étaient frappées bel et bien en Italie avec l'effigie de l'empereur de Constantinople ont été appelées des monnaies pseudo-impériales. Et elles représentent, comme vous le voyez, au droit, le buste de l'empereur en tenue d'impérator, donc avec un casque, un bouclier et une lance. Et on note l'inscription l'Anastasius Perpetuus Augustus au droit. Et au revers, nous voyons une victoire ailée se tenant debout avec une grande croix et avec cette inscription Victoria a Augustus. Avec la marque d'atelier MD pour Mediolanum et enfin Conob, donc une inscription que l'on retrouve régulièrement sur les monnaies d'or avec le CON comme diminutif de Constantinople et Ob est un diminutif de Obriziacus qui signifiait qu'il s'agissait d'or pur à 24 carats. Ainsi, les monnaies d'or finalement nous renseignent assez peu sur l'image que voulaient véhiculer les rois ostrogoths puisqu'ils ne se représentaient pas sur les monnaies. C'est donc sur les monnaies de bronze qu'on va mieux constater ce que voulait faire passer l'image que voulaient véhiculer les rois goths. Donc si on se concentre sur l'argent et le bronze, l'argent était
peu employé à cette époque-là. Quant au bronze, il a connu une réforme monétaire, déjà sous Odoacre, qui a créé différentes dénominations, multiples du noumous, avec la monnaie d'un noumous et également de 40 numis. Quant à Théodoric, il va également produire des monnaies de 2 numis, 5 numis et 10 numis, tout en conservant les monnaies d'Odoacre. Alors si l'on se concentre donc sur les monnaies de Théodoric, sur lesquelles il a imposé vraiment, non pas son image comme on va le voir, mais son monogramme, vous pouvez voir ici qu'au droit de cette monnaie, il a représenté l'empereur et au revers, il a simplement apposé son monogramme. Alors qu'il lui était vraiment possible sur les monnaies d'argent et de bronze de poser son propre portrait ou son profil, il a cependant choisi de conserver le profil de l'empereur en ne posant que son monogramme. Alors pourquoi Théodoric a-t-il choisi, n'a pas voulu se faire représenter sur les monnaies de bronze? Peut-être parce que l'argent et le bronze étaient des métaux moins nobles que l'or, et que s'il ne se représentait pas sur l'or, il ne voulait pas se représenter sur des monnaies moins nobles. Et on sait qu'il y a eu une grande politique iconographique, mais monumentale, par des mosaïques ou des statues, comme le laisse supposer le Liber Pontificalis d'Agnellus de Ravenne, donc un ouvrage bien plus tardif, mais qui décrit avec force détail une mosaïque représentant Théodoric entre la personnification de Rome et de Ravenne, et également une statue de Théodoric. Nous connaissons cependant une représentation de Théodoric sur une monnaie, mais qui est une monnaie particulière puisqu'il s'agit d'un médaillon. C'est le médaillon de Senigallia, donc cette monnaie qui est superbe et connue, sur laquelle Théodoric se pose comme chef de guerre. Donc cette monnaie n'allait pas à l'encontre de l'imposition de ne pas se faire représenter sur les monnaies d'or, puisque cette monnaie n'avait pas vocation à circuler. C'était un objet de commémoration, un triple solidus, probablement frappé lors de l'Adventus de Théodoric, donc lors de son arrivée à Rome, pour célébrer un anniversaire. Donc cette monnaie est assez petite, donc elle pèse 13,5 grammes et représente au droit le portrait de face du roi Théodoric, qui n'est pas un portrait figé. On distingue très bien sa coiffure, également sa moustache et ses traits. Il est revêtu d'une cuirasse et drapé, en position de nicéphore, c'est-à-dire qu'il porte de sa main gauche une statue de la victoire sur un globe, et cette victoire est nommée la Victoriala Aurea, petite victoire en or. Et la victoire tend la couronne vers le roi, et on peut lire la légende Rex Theodoricus Pius Princis. Le droit du médaillon est à rapprocher d'un médaillon d'Arcadius qui a été frappé à Constantinople et qui représente le profil de l'empereur à droite, portant également un globe surmonté d'une victoire et tout pareillement vêtu d'une cuirasse et drapé. On peut aisément faire un rapprochement entre ce médaillon d'Arcadius et celui de Théodoric, également par le geste de la main des deux souverains qui montrent la paume de leurs mains en signe de salut. Donc Théodoric reste fidèle à une stratégie d'imitation en récupérant un langage monétaire et symbolique bien connu des habitants de l'Empire romain, et il ne cherche pas du tout à imposer une nouvelle iconographie qui serait méconnue. Cependant, lui se fait représenter tête nue, sans le diadème qui est chez Arcadius, marque qu'il se reconnaît comme inférieur à l'empereur, et lui ne porte pas sur sa tête ni de couronne ni de diadème. Au revers, on voit une victoire ailée tenant une couronne d'or avec pour devise
Rex Theodoricus Victor Gentium et le comobe qu'on avait déjà vu sur le solidus d'or. Alors, première particularité de ce triple solidus, c'est la légende. Il est assez rare en fait de mettre au droit et au revers le titre et le nom du souverain, alors qu'ici Théodoric met sur chacune des faces Rex Theodoricus. Par là, il s'impose véritablement. Deuxième chose, c'est l'expression Victor Gentium, vainqueur des peuples, qui peut faire référence à la victoire qu'il a remportée sur les Burgondes et les Francs. Ici, ce qui est étonnant, c'est l'utilisation de l'adjectif épithète Victor, qui a été réservé en fait au dieu Mars. Donc on retrouve souvent l'expression Mars Victor, mais les autres souverains n'utilisaient jamais cette épithète. Ils utilisaient souvent le terme de Victor comme diminutif de Victoria, comme Victor Auguste pour Victoria Augusta, mais ici Théodoric fait le choix de récupérer cette épithète pour lui. Donc sur ce médaillon, qui n'est pas un monnayage, mais sur ce médaillon, il met en avant l'importance de la victoire, et on retrouve ça sur les monnayages civiques de Rome, qui étaient des monnaies qui circulaient avec comme représentation la personnification de Rome. C'est véritablement la victoire qui est mise en avant, et on retrouve également cela sur les mosaïques représentant le Palatium à San Apollinare Nuovo, où on a sur la façade de ce bâtiment des victoires. C'est donc essentiellement comme chef militaire et chef victorieux que Théodoric a voulu se faire représenter. Le roi qui fit frapper les plus belles monnaies de bronze est le roi Théodahate, qui eut un règne très court. Il succède donc au règne d'Athalaric, le petit-fils de Théodoric, qui lui-même eut un règne assez court. Théodahate, c'est le roi sous lequel la guerre a été déclarée par Constantinople contre le royaume des Ostrogoths, et c'est lui le premier qui s'est fait représenter et qui a vraiment apposé son portrait sur les pièces de monnaie. Comme vous le voyez, il se représente de profil, avec un casque, une moustache, et il n'est pas en costume militaire. Quant à la légende Dominus Noster Theodatus Rex, cela rappelle la légende des monnaies d'Athalaric, qui déjà avait fait frapper des monnaies avec cette même légende Athalaricus Rex, mais Athalaric ne s'était jamais fait représenter sur ces monnaies. Ici, Théodate impose vraiment son image, et au revers, on remarque un motif tout à fait courant depuis l'époque augustéenne et également à l'époque des Flaviens, qui est une victoire ailée tenant la palme et la couronne à remettre au vainqueur. Ce motif avait déjà été utilisé par Odoacre, donc quelques temps avant Théodate, et ici la légende est Victoria Principum, toujours ce motif de la victoire. Ici le roi s'insère dans la tradition impériale où l'empereur est également impérator, ce qui est tout à fait paradoxal puisque Théodate n'a remporté aucune victoire. Malgré un règne très court, il a fait frapper ces très belles monnaies qui sont les mieux frappées des monnaies de bronze de tous les rois. Et ce qui est assez intéressant sur ces monnaies, c'est la présence des lettres SC sur le revers, lettres qui rappellent le Senatus Consultum. Donc à l'époque impériale, il fallait avoir un Senatus Consulte pour faire frapper des monnaies. Mais à l'époque des Ostrogoths, ce n'était plus du tout le cas. Sur les numus, on ne retrouve pas ces lettres Senatus Consultum. Donc c'est ici intéressant de voir qu'il a copié non seulement l'iconographie, mais également tout ce qu'il y a autour, et que c'est une copie qui se veut copie et qui veut personne ne s'y trompe. On sait bien que le motif n'a pas été inventé grâce à ces deux lettres, et nous avons retrouvé certaines monnaies donc de l'époque des Flaviens qui étaient contremarquées, donc des monnaies encore lisibles, mais sur lesquelles on avait inscrit
en chiffres romains 5, 20 ou différents chiffres pour montrer que ces monnaies de bronze n'avaient plus la valeur qu'elles avaient à l'époque, mais que c'était devenu des numus, puisque on avait inscrit sur ces monnaies la valeur des numis. Ainsi, ce sont les dernières belles monnaies du règne des Ostrogoths, puisque avec le commencement des guerres gothiques et la fermeture de certains ateliers de frappe, les monnaies qui ont suivi n'étaient pas d'aussi belles monnaies. Ainsi, le choix de Théodoric de ne pas investir les monnaies de bronze pour y apposer son portrait, puisqu'il n'y impose que son monogramme, peut se justifier par le fait que ces monnaies étaient d'une moindre importance par rapport à l'or, et qu'il préféra, puisqu'il ne pouvait pas se faire représenter sur l'or, se faire représenter en majesté sur des façades, des places, par des statues ou des mosaïques. Théodate, au contraire, se vit interdire de poser des statues de lui seul. Il ne pouvait se faire représenter qu'avec Justinien, comme le signale Procope. Et je cite, « Enfin, Théodate se voyait interdire de jamais ériger une statue de bronze ou en toute autre matière pour lui seul. Ces statues devaient toujours l'être au profit des deux souverains. Dans les conditions suivantes, celle de l'empereur serait à droite, celle de Théodate à gauche. » Et ceci se trouve chez Procope dans les guerres gothiques au livre 1, chapitre 6. Ainsi, pour Théodate, qui ne pouvait se faire représenter seul en majesté, les monnaies étaient peut-être le seul lieu pour lui de se montrer comme roi et non pas simplement comme soumis à l'empereur. Et c'est en s'appuyant sur les textes des Variae de Cassiodore qu'il est possible de comprendre l'importance que revêt pour Théodoric la monnaie. Nous allons maintenant aborder la question des institutions qui géraient l'iconographie des pièces de monnaie. C'est dans les Variae de Cassiodore que nous apprenons que deux institutions avaient la gestion de cette image. Tout d'abord, le compte des largesses sacrées. Cela nous est connu grâce à la lettre au livre 6 des Variae, à la lettre 7. Et il y avait également un responsable des monnaies, dont il est question dans le livre 7 à la lettre 32. Ces deux lettres, issues des livres 6 et 7, sont des formulae, c'est-à-dire que ce sont des lettres anonymes qui ont été commandées par l'un des rois ostrogoths à Cassiodore et qui avaient vocation à être envoyées aux différents responsables lors de la prise de leur charge. Nous ne savons souvent pas quel roi les a commandées, mais ici divers indices nous laissent croire que c'est Théodate qui a commandé à Cassiodore la rédaction de ces deux lettres. La première lettre, adressée au comte des largesses sacrées, évoque l'iconographie des monnaies. Je vais donc en faire la lecture. En vérité, cette libéralité qui est nôtre, tu la pars d'autres services, de sorte que tu imprimes sur les métaux d'usage les traits de notre effigie. Et par toi, la monnaie rappellera notre règne au siècle futur. Ô grande invention de la sagesse, ô honorable institution des anciens, l'image des princes, dont la sagesse ne cesse de veiller sur tous, paraît elle aussi nourrir les sujets par le commerce. Donc dans ce texte, le roi parle des traits de son effigie et également de l'image des princes. Donc il est tout à fait probable que c'est Théodate qui ait commandé cette lettre, puisque c'est le premier à avoir représenté sa propre effigie et ses propres traits sur les pièces de monnaie. Dans cette formule-là, le roi mentionne deux rôles symboliques de la monnaie. Le premier, par ces mots, « Par toi la monnaie rappelle notre règne au siècle futur ». Premier rôle de la monnaie, c'est que la monnaie va permettre de passer aux générations à venir le souvenir d'un règne, puisque la représentation du roi sera apposée sur les monnaies. Tout le long du temps où les monnaies vont circuler, on se rappellera du règne de Théodate et des autres souverains. Second rôle symbolique de la monnaie, puisque c'est l'image du prince qui est apposée sur la monnaie par une sorte de transfert, c'est la monnaie qui va alimenter le commerce
Et puisque c'est le prince qui est représenté sur ces monnaies, c'est symboliquement le prince qui va alimenter et nourrir ses sujets par le commerce et par ces monnaies. Un deuxième texte évoque également le visage et l'impression du visage sur les monnaies. Donc la lettre au responsable des monnaies, donc livre 7, lettre 32. Ce responsable des monnaies avait à charge de limiter la fraude dans le domaine monétaire. Et voici ce qui est écrit dans cette lettre. L'intégrité de la monnaie doit être sans cesse recherchée là où notre visage est imprimé et là où l'on trouve l'intérêt général. Car qu'est-ce qui restera sauf si l'on commet du tort envers notre portrait, lui que le sujet doit révérer de tout cœur et qu'une main sacrilège s'empresse de violer. Cette lettre a été écrite dans un contexte particulier de fraude. C'est pour ça que Cassiodore ici évoque le sacrilège et le viol des pièces de monnaie. Donc à 2 reprises, ici on évoque le visage du prince, tout d'abord par là où notre visage est imprimé, et dans un deuxième temps avec l'expression du vultus envers notre portrait. Et voici la fin de la lettre. Que reste net ce qui a trait à l'image de notre sérénité. La clarté royale n'admet rien de corrompu, car si le visage de n'importe qui est dépeint avec des couleurs réalistes, par la pureté du métal, la beauté du premier du royaume est conservée bien plus justement. Donc ce qui est sous-tendu dans ce texte, c'est qu'une fraude, donc quelque chose qui porterait atteinte aux monnaies, serait en réalité une atteinte à la personne du prince lui-même et donc une faute de lèse-majesté. C'est ce qu'il évoque, donc la beauté du premier du royaume est conservée bien plus justement par la beauté de la monnaie. Donc s'il y a un problème lié aux mauvaises aloi, ou bien si on a modifié les métaux, c'est une faute à l'encontre du prince puisque le support de son portrait est atteint et donc la personne elle-même du prince est atteinte. Ainsi, ces quelques monnaies que nous avons pu voir, accompagnées de ces 2 textes, nous permettent de conclure que les rois ostrogoths, et plus spécialement Théodoric et Théodate, ont souhaité véhiculer une image de roi victorieux que l'on voit par les légendes sur les monnaies. Et cela est visible également sur d'autres inscriptions sur un support lapidaire. Cette image permet au roi de s'insérer dans une longue tradition impériale, tradition dans laquelle l'empereur était avant tout imperator. Ici également, le rex se fait imperator. Cependant, la monnaie n'est pas simplement un élément de publicité au sens étymologique du terme, c'est aussi un objet rendu vénérable par la présence de l'image royale sur celle-ci. La présence du monogramme ou du portrait était un argument sérieux contre la fraude, car porter atteinte à l'intégralité de la monnaie revenait à porter atteinte au roi lui-même. Ainsi, tout en respectant l'accord de ne pas faire frapper d'or à son effigie, les rois ostrogoths surent se servir du bronze qui circulait dans des mains encore plus nombreuses que l'or lui-même pour pouvoir véhiculer cette image.